Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre plutôt dans cette édition spéciale consacrée au sommet qui donc réunit les deux puissants de ce monde, le chef d'État américain et le chef d'État chinois. Un sommet qui est qualifié d'historique mais qui est également qualifié de prometteur. Tout de suite les développements. Avant de poursuivre avec notre invité Karim Belgassem, analyste des questions internationales qui reste avec nous, je vous propose, mesdames et messieurs, de voir ce sujet signé Neila Aït Hamouda et on revient au débat. C'est une image que l'on n'avait plus vue depuis 2017. À Pékin, Donald Trump et Xi Jinping, celle des retrouvailles placées sous le signe du pragmatisme économique. Plus de 2 heures de discussion pour tenter de stabiliser une trêve commerciale encore fragile. Pour le président américain, l'objectif est clair, transformer l'amitié affichée en contrat sonnant et trébuchant. C'est un honneur d'être avec vous, c'est un honneur d'être votre ami. Les relations entre la Chine et les États-Unis vont être meilleures que jamais. Dans la valise de Washington, des dossiers précis. L'augmentation massive des achats chinois de produits agricoles et d'avions américains. Une manière de réduire un déficit commercial qui reste le point de friction majeur. La dimension économique de cette visite dépasse le cadre diplomatique. Plusieurs grands patrons américains accompagnent la délégation, espérant un assouplissement des régulations chinoises et un accès élargi au marché local. J'ai eu aujourd'hui un échange de vues approfondi avec le président Trump sur les relations sino-américaines ainsi que sur la situation internationale et régionale. Nous avons convenu que les relations sino-américaines constituent la relation bilatérale la plus importante au monde. Elles doivent être gérées avec soin et ne doivent en aucun cas être compromises. Lorsque les deux pays coopèrent, ils en bénéficient tous les deux. Lorsqu'ils s'affrontent, ils en souffrent tous les deux. Ils doivent être partenaires et non adversaires. Nous nous engageons à bâtir une relation sino-américaine constructive et stratégiquement stable, à promouvoir le développement stable, sain et durable des relations bilatérales et à apporter davantage de paix, de prospérité et de progrès au monde. Pékin met en avant une vision de coopération stable et durable. Xi Jinping affirme avoir ouvrir davantage la Chine aux entreprises étrangères, dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Les peuples chinois et américains sont deux grands peuples. Les objectifs de réaliser le grand renouveau de la nation chinoise et de rendre sa grandeur à l'Amérique peuvent pleinement progresser en parallèle, sans contradiction. Ils peuvent se renforcer mutuellement et être bénéfiques au monde entier. Reste à savoir si ces promesses de portes grandes ouvertes résisteront à la réalité de la compétition mondiale. À Pékin, le temps est à l'apaisement, mais les dossiers brûlants, eux, restent toujours sur la table. Donc finalement, comme on l'a vu dans ce sujet signé Neila Aït Hamouda, Karim Belgassem, stabiliser la trêve qui existe déjà entre les deux pays et la rendre aujourd'hui ou poursuivre dans cette stabilité ou en tous les cas dans cette tentative de stabilisation, est-ce que ça ne revient pas à dire que c'est conserver l'équilibre mondial et pourquoi pas minimiser les foyers de tension armés dans le monde ? Alors, bien évidemment, cette rencontre tient du pragmatisme absolu, aussi bien de la part des Chinois que même, disons-le, de Donald Trump, même si on peut s'interroger sur les contradictions dont il fait preuve avec ses discours. Il a plus une diplomatie du tweet plutôt qu'une diplomatie réelle. Le président chinois, lui, veut stabiliser la relation sino-américaine. Il appelle à faire de la Chine et des États-Unis des partenaires, pas des rivaux, donc ça, c'est du pragmatisme. Il a d'ailleurs insisté sur l'interdépendance économique et il cherche à éviter une confrontation ouverte entre les deux puissances. Et la Chine montre qu'elle reste une puissance responsable et favorable à la stabilité mondiale et elle est opposée à une logique de guerre froide. Et Xi Jinping a fait, puisqu'ils connaissent très bien la psychologie de Donald Trump qui consiste à le flatter, c'est pour ça qu'il y a eu cette cérémonie très fastueuse pour flatter son ego et créer un climat favorable aux négociations. Mais lorsqu'on gratte sous le vernis,
il y a les tensions qui restent profondes, hein. On l'a dit tout à l'heure, les guerres commerciales, le sujet des terres rares, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, le sujet du Taïwan et le Proche-Orient. Et en ce qui concerne les États-Unis et Donald Trump, la Chine est le véritable adversaire mondial. Alors je parle de Trump, mais ça date depuis Obama et la politique du pivot. C'était idem pour Joe Biden. La Chine est le véritable adversaire mondial puisqu'il est en mesure de contester l'hégémonie américaine. Il y a cette volonté de contenir la Chine et ce n'est pas un hasard si toutes les actions américaines menées depuis quelques mois au Venezuela, au Panama, au Groenland, contre l'Iran, eh bien, toutes ces actions s'inscrivent dans une stratégie anti-chinoise. L'objectif américain initial, c'était de réduire les points d'appui géopolitiques de Pékin, de casser son expansion économique, de limiter son accès aux routes maritimes, aux matières premières et à l'énergie. Et pourquoi ils en sont là aujourd'hui? Pourquoi ils se voient en mai et non pas en mars, pardon, puisque Donald Trump a dû décaler son voyage du fait de la guerre qu'il a provoquée avec Israël, rappelons-le, envers l'Iran, c'est que le Moyen-Orient devient un terrain de confrontation indirect entre la Chine et les États-Unis, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, la Chine dépend fortement du pétrole iranien, du détroit d'Ormuz et de tous ces flux énergétiques du Golfe. Donc, lorsque les Américains, Israël frappent l'Iran, ça revient directement à fragiliser l'économie chinoise et perturber ses approvisionnements énergétiques. Mais on a vu que ce n'était pas le cas et que la Chine avait déjà anticipé ces conflits. Et pour ça, je me répète, hein, Donald Trump arrive plutôt en position de faiblesse et donc il ne va pas montrer les muscles comme il le fait si bien, par exemple, envers les Européens. Finalement, c'est la Chine qui est le mieux dotée aujourd'hui et en position de force. Elle négocie en position de force. D'ailleurs, elle reste très constante sur les points essentiels qui concernent sa souveraineté. Mais on va dire aujourd'hui qu'en dehors de côté économique et commercial, même si on n'est pas très tellement, c'est-à-dire on n'est pas vraiment en dehors parce que le côté économique épouse toujours ce côté politique et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le plan de la géostratégie. Est-ce que ce sommet sera le sommet de l'apaisement? Est-ce qu'on peut espérer qu'après donc la fin de ce sommet, il n'y aura plus de retour à la guerre, par exemple, du côté du détroit d'Ormuz, où on peut espérer également qu'il va y avoir peut-être un déblocage ou un assouplissement, en tous les cas sur ce plan, connaissant très bien la place ou la position dont jouit l'Iran par rapport à la Chine. En fait, vous avez deux visions du monde qui s'affrontent, hein. Il y a la vision américaine, c'est de préserver l'hégémonie américaine, empêcher l'émergence d'un rival dominant et maintenir un ordre mondial centré sur Washington. Alors Donald Trump a un petit peu des œillères là-dessus. Et vous avez la vision chinoise qui consiste à construire un monde multipolaire, à réduire l'influence occidentale et quelque part à désoccidentaliser progressivement l'ordre international. Donc, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, Trump ne vient pas en position de force, il vient pour négocier et il y a une refiguration des équilibres géopolitiques mondiaux. L'Occident perd du terrain, l'hégémonie occidentale est de plus en plus contestée et elle est de plus en plus contestée depuis la guerre en Ukraine, puisque lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine, où les Occidentaux ont plus ou moins forcé certains pays du Sud à appliquer des sanctions économiques envers la Russie, les pays du Sud ont dit, écoutez, ce n'est pas notre guerre, nous avons des relations pragmatiques avec les États-Unis, donc nous n'allons pas vous suivre, entre guillemets, bêtement, pardonnez-moi pour cette familiarité. Et derrière aussi tout cela, on a parlé du terreau économique, il y a les terres rares et la technologie qui sont au cœur du rapport de force. Parce que la hantise des États-Unis, c'est de perdre leur leadership. Ils ont déjà perdu leur leadership vis-à-vis de la Chine en termes de parité pouvoir d'achat. Nous l'avions dit tout à l'heure. L'objectif des Chinois est d'être les numéros 1 absolus d'ici 2049, lorsqu'ils fêteront le centenaire de la création de la République populaire de Chine. Donc, les Américains sont en position de faiblesse puisque la rivalité principale maintenant se joue non seulement par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient et par rapport au détroit d'Ormuz. Ça sera très risqué pour Trump et les Américains
de provoquer une nouvelle guerre et de monter une nouvelle fois dans l'escalade. Il y a quand même un risque puisque Donald Trump peut avoir l'air par-delà incontrôlable. Donc il faut quand même se méfier de Donald Trump, mais les élections midterm approchent bientôt. Donc il y a déjà cette fracture avec la base MAGA. Une partie des électeurs trumpistes refusent une nouvelle guerre au Proche-Orient. Le prix de l'essence explose aux États-Unis. Il y a un ralentissement économique qui est assez patent. Donc cette crise énergétique, elle menace politiquement Donald Trump, puisque le prix de l'essence est au-dessus de 4 dollars. Et la popularité de Trump en prend quand même un coup. Et cette crise iranienne, elle pourrait détruire politiquement la présidence de Donald Trump. Donc, bien entendu, le sujet iranien sera au cœur des discussions. Alors, que doit-on penser aussi de cet aspect purement bilatéral entre les deux pays, à savoir lorsque, par exemple, Donald Trump dit que, effectivement, la Chine peut désormais acheter du pétrole et du gaz liquéfié. On parle du pétrole, bien sûr, américain, donc on parle de l'investissement chinois aux États-Unis. Pourquoi à chaque fois on sait que depuis le début du sommet, donc les deux parties ont exprimé, si vous voulez, leur volonté et leurs attentes, mais qui sont complètement différents, et que les États-Unis aujourd'hui insiste sur cet aspect économique et commercial qui est pour elle primordial, voire axial, contrairement à la Chine qui est tendue vers d'autres priorités, y compris bien sûr celui économique, mais pas seulement. Bien entendu. Je disais tout à l'heure que le Moyen-Orient était devenu un terrain de confrontation indirecte Chine-États-Unis, puisque la Chine dépend fortement du pétrole iranien, du détroit d'Ormuz, des flux énergétiques du Golfe. Donc lorsque les États-Unis ont frappé l'Iran, quelque part, c'était fragiliser l'économie chinoise et perturber les approvisionnements. Là, les Chinois jouent toujours un jeu prudent. Ils sont en totale opposition avec Donald Trump sur le fond comme sur la forme. Donald Trump utilise un langage outrancier, il communique beaucoup sur Twitter et dans tous les médias. Et il lui arrive de faire tous les jours des conférences de presse assez lunaires où il explique que les États-Unis vont gagner la guerre contre l'Iran, c'est une question d'heures. Il avait parlé de 5 jours, alors que maintenant ça doit faire 76 jours, quelque chose comme ça, que la guerre a débuté. Et donc il ne sait pas comment s'extraire de ce conflit. Et donc la Chine ne veut pas abandonner l'Iran tout en évitant une explosion régionale nuisible à son économie. Sauf que les Chinois avaient déjà anticipé tous ces événements, ils ont fait déjà beaucoup de réserves, et les Chinois sont parfaitement conscients que les États-Unis sont dépendants d'eux, notamment pour ces fameuses terres rares, ces minéraux critiques, et certains composants industriels et certains produits pharmaceutiques. Donc la Chine possède un levier économique très important. Et je rajouterai évidemment une chose, aux yeux du monde, la Chine apparaît quand même beaucoup plus stable et beaucoup plus cohérente. Xi Jinping apparaît comme quelqu'un de patient, stratégique, discipliné, en opposition totale à Trump, qui est perçu comme plus imprévisible. Et donc Pékin projette l'image d'une puissance rationnelle et d'un acteur stable dans le système international. Donc il y a aussi cette question d'image. La Chine a ce côté rassurant. Et je dirais même plus, sans être cynique, la Chine se veut aussi être le garant du respect du droit international. C'est ce qu'elle avait déclaré lorsque l'Iran avait été attaqué par Israël et les États-Unis, ce qui est en contradiction totale avec l'image qui est véhiculée par certains médias de la Chine et de la Russie comme des dictatures et des régimes immoraux. Alors j'exagère volontairement, mais c'est ce vocable qui est utilisé. Donc Oui. Cette image est en opposition totale à ce qui est véhiculé. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser ou que faudrait-il penser justement de cette façon de, on va dire, de négocier, de marchander quelque part, le volet économique contre le volet politique, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans un sommet où tout se négocie parce que c'est à partir de là que s'il y a des blocages, il y a le reste qui va suivre. Par exemple, on va parler du fait qu'il y a des entreprises chinoises qui ont très bien, donc qui ont réussi le succès des entreprises chinoises aux puces de l'intelligence artificielle américaine. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, Trump parle du fait que la Chine peut se permettre ou peut acheter du pétrole et du gaz liquéfié. Donc il a
donné sa permission, si vous voulez, par rapport au pétrole donc iranien. Et on sait très bien que la Chine diversifie un petit peu ses partenaires concernant justement l'approvisionnement en énergie fossile, donc y compris le pétrole et le gaz. Et de l'autre côté, il demanderait, lui qui donc a déclaré la guerre et les hostilités du côté du détroit d'Ormuz et donc contre l'Iran, il demanderait, si vous voulez, la médiation, où aujourd'hui, il demanderait à Pékin de l'aider pour essayer de solutionner ou de parler à l'Iran concernant cette crise qu'il a lui-même instaurée. Comment faut-il lire tout ça dans un contexte géostratégique, pas seulement économique? Ça démontre totalement que Donald Trump est acculé à la négociation. Alors lui qui s'est toujours vanté d'être un négociateur hors pair en utilisant l'intimidation, la force, là il se retrouve non pas en position de force et en position de faiblesse par rapport à la Chine. Alors tout d'abord, il y a le manque de discernement et je dirais de culture de Donald Trump et des Américains au global. Son entourage proche, puisqu'il a dû faire le ménage autour de lui, puisque toutes celles et ceux qui lui disaient attention, n'allez pas faire cette guerre envers l'Iran parce que ça va être un bourbier pour vous, il les a soit mis à l'écart ou ces personnes ont démissionné. On l'a vu, les nombreuses démissions dans l'armée américaine. Donald Trump s'est imaginé qu'il allait pouvoir faire et réaliser le même coup qu'au Venezuela, c'est-à-dire pouvoir changer de régime très très facilement. Tout cela avec la bénédiction de Benjamin Netanyahu qui l'a convaincu d'intervenir. On voit que Donald Trump s'est laissé piéger par Benjamin Netanyahou et s'est laissé piéger dans ce piège iranien. Et donc, cette guerre contre l'Iran a été révélateur des faiblesses américaines et cette réunion avec la Chine vont mettre aussi en lumière que les terres rares et la technologie sont au cœur du rapport de force également entre les États-Unis et la Chine. Ça se joue, vous l'avez dit, sur l'intelligence artificielle, tous ces semi-conducteurs, l'informatique quantique et les terres rares. Même si les États-Unis dominent encore les puces électroniques avancées et certaines technologies stratégiques, la Chine contrôle le raffinage des terres rares, une partie des chaînes industrielles mondiales et plusieurs technologies vertes également. Donc cette interdépendance, elle empêche pour l'instant, évidemment, une rupture totale entre les deux entités, mais cette relation structure désormais la géopolitique mondiale. La Chine se veut quelque part être une clé de la solution de cette crise au Proche-Orient et les Chinois ont des contacts réguliers et directs avec les Iraniens. C'est eux qui ont convaincu l'Iran d'accepter un cessez-le-feu sous certaines conditions, bien entendu. Évidemment, cette crise révèle que l'Iran est devenu un acteur stratégique majeur, puisque même affaibli économiquement, l'Iran peut à la fois bloquer un détroit, ralentir l'économie mondiale. On va voir qu'il va y avoir des conséquences extrêmement sérieuses à la fois sur les États-Unis, mais surtout sur les pays européens et certains pays asiatiques, puisque certains prix de matières premières vont exploser. Et l'Iran a permis aussi, quelque part, de déstabiliser l'ordre mondial et d'imposer un coût énorme aux adversaires avec une stratégie bien posée. Donc les États-Unis ont voulu contenir la Chine et l'Iran et affaiblir la Russie, mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Alors, Karim Belgassem, lorsque le président chinois parle de vouloir un partenariat avec les États-Unis gagnant-gagnant, comment cela se décrypte-t-il sur le terrain? Cela signifierait quoi en termes plus pragmatiques et surtout plus vulgarisés? Alors, en termes gagnant-gagnant, alors vous l'avez dit, c'est du pragmatisme. Le terme gagnant-gagnant, c'est un terme politiquement correct pour signifier aux Américains et à Donald Trump, écoutez, vous êtes en train de déstabiliser l'ordre mondial et il faut préciser une chose, les Russes comme les Chinois ont de la mémoire, ils n'oublient pas le passé. Alors je ne vais pas remonter jusqu'à la guerre de l'opium au 19e siècle, mais par exemple, prenez la crise financière de 2008, la crise des subprimes qui a été importés par les États-Unis au reste du monde. Les Chinois et les Américains avaient dit déjà à l'époque aux Américains, écoutez, le système de Bretton Woods ne fonctionne plus, il va falloir
remodeler un peu tout cela, et quelque part, c'était la confection et l'approfondissement des BRICS qui ne disait pas son nom. Les Américains ont refusé, et puisqu'il y a eu ce refus des Américains, les Chinois et les Russes ont dit, bon, écoutez, puisque vous ne voulez pas, nous, on va faire notre propre chemin tout seul. Je vous vulgarise un petit peu ce qui s'est dit entre les deux entités. Donc, les Chinois qui ont le temps long avec des dirigeants qui sont là depuis déjà pas mal d'années, ce qui n'est pas le cas de certains pays occidentaux où vous avez des élections qui ont lieu tous les 4-5 ans. Des pays comme la Russie ou la Chine ont le temps de peaufiner une stratégie. Et donc, ça leur permet d'avoir un, voire plusieurs coups d'avance. Ce qui n'est pas le cas des Américains, même si, je le disais tout à l'heure, cette politique du pivot initiée par Barack Obama et qui désignait la Chine comme le principal adversaire. Et pourquoi? Puisque les Américains savent très bien que leur leadership est menacé et que la Chine ambitionne d'être la première puissance économique mondiale à l'horizon 2049. Donc cette stratégie du gagnant-gagnant n'est pas vraiment une stratégie gagnant-gagnant. C'est de mettre les Américains devant le fait accompli de leur, je dirais, leur politique belliqueuse et hégémonique et de dire maintenant, pardonnez-moi, maintenant ça suffit, mettons les choses sur la table et parlons franchement de tous les sujets de l'Iran, y compris de Taïwan, puisque les États-Unis ont souvent menacé la Chine de représailles, même s'il n'est pas dit qu'ils aient les moyens de contenir la Chine. Si la Chine avait l'idée d'annexer Taïwan, donc je fais là une extrapolation Sachant volontaire. que pour la Chine, Taïwan est une et indivisible. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on sort un petit peu de la vision occidentale de ce qu'est Taïwan pour la Chine. Absolument. Alors la vision occidentale, j'ai souvenir qu'il y a quelques jours, Monsieur Mélenchon, pour ce qui concerne la France, avait émis plus ou moins la même opinion par rapport à Taïwan. Donc il y a des choses qui peuvent changer, mais ce n'est pas le courant majoritaire qui prédomine. Donc on va voir si ces choses vont être mises sur la table. Si ces négociations, elles doivent durer 2-3 jours, mais on est peut-être au début de plusieurs négociations. Alors, il se peut qu'on soit déçu, puisque rappelez-vous que les sommets entre M. Poutine et Trump à propos de l'Ukraine au mois d'août 2025, il n'y a pas eu vraiment de suite. On se rappelle également que M. Trump a mis en exergue la création d'un conseil de la paix pour émettre un cessez-le-feu en ce qui concerne Gaza et Israël. On a vu que ce cessez-le-feu n'a de cessez-le-feu que de nom, puisque le génocide et les exactions à Gaza se poursuivent malheureusement. On voit aussi que la colonisation de la Cisjordanie continue crescendo, et on voit également, on peut parler d'annexion du Sud-Liban par Israël. Israël jouit d'une certaine impunité et poursuit ses exactions au Proche-Orient. Donc, cette recomposition du monde fait que la Chine, qui est en position de force, va forcément aborder le sujet de Taïwan, et peut-être qu'on va assister à deux scénarios. Soit Donald Trump devient raisonnable, effectivement, on a un accord qui sous-entend de manière implicite un retrait américain, ou alors Donald Trump va réagir comme un enfant capricieux qui n'a pas obtenu ce qu'il désire. Il va dire, écoutez, il n'y a pas d'accord, donc je vais reprendre cette guerre. Alors je vous la simplifie et vulgarise volontairement, bien entendu, mais on ne peut pas exclure ce scénario, puisque Donald Trump nous a habitués à ses pirouettes et à ses retournements de dernière minute. Ceci étant, les élections mi-terme, j'en parlais tout à l'heure, approchent. Il n'est pas certain qu'il utilise encore ce côté impulsif dont il ne maîtrise pas forcément les conséquences, mais gageons que certains conseillers proches vont lui rappeler effectivement le poids des élections et puis le poids des conséquences économiques de cette guerre qui, rappelons-le, il a créée avec la bénédiction de Benjamin Netanyahou.
En tous les cas, sur la question du Taïwan, le président chinois était très clair en disant qu'il ne faut pas toucher à cette question, que ça pourrait créer donc une collision, voire même un conflit entre les deux puissances. C'est les propos de Xi Jinping, car la question de Taïwan, dira-t-il, est la plus importante dans les relations sino-américaines, donc plus importante que la question commerciale, alors que celle-ci, cette question donc de Taïwan, ne figure même pas dans le communiqué américain qui n'a pas désiré vraiment la citer. Merci beaucoup Karim Belgassem d'être avec nous, analyste des questions internationales. Merci à vous également de nous avoir suivis tout au long de cette édition spéciale. On se retrouvera demain pour de nouveaux numéros de l'actualité. Au revoir.